Tombalalão, cabeça de cão, cozida e assada no meu caldeirão. Tombalalão, 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 tombalalão. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh bah, quand même, vous savez, non? Vous voyez pas? Ah bah c'est une clé, mais c'est pas n'importe quelle clé. C'est la clé du royaume. Et dans ce royaume, il y a une cité. Dans cette cité, il y a un quartier. Et dans ce quartier, il y a une grande avenue. De l'avenue par une impasse. Et au fond de l'impasse, il y a un jardin. Et dans le jardin, qu'est-ce qu'il y a? Une maison. Et dans la maison, il y a une chambre. Dans la chambre, il y a un lit. Et sur le lit, il y a un sac tout gonflé d'histoire. Nous allons ouvrir le sac pour laisser sortir les histoires. Et vous tous qui êtes là, il faut bien ouvrir vos 3 oreilles. Eh bien oui, je vous assure, vous avez 3 oreilles. Alors où est-ce qu'elles sont? Là, il y en a 2. Et puis il y a celle-là. L'oreille du cœur qui est la plus importante. Et si vous nous prêtez vos oreilles, peut-être qu'on vous les rendra. Il était une fois l'histoire du prince Ahmed. Cette histoire se déroule dans une contrée très lointaine, de l'autre côté de la Méditerranée. Ce prince Ahmed était chéri de toute sa famille, de ses amis, et notamment de son précepteur avec qui il étudiait l'astronomie, la philosophie, la littérature, les mathématiques. Un jour, le prince Ahmed se réveille et figurez-vous, dans la paume de sa main, une tache de henné est apparue. Il est intrigué, étonné. Mais qui m'a mis cette tache de henné dans la main? Il ne sait pas. Il va à son cours comme d'habitude, voir son précepteur. Mais son précepteur le sent très très inquiet. Il essaie de cacher sa main. Mais celui-ci lui dit, écoute, mon cher prince, je sens que quelque chose qui te dérange. Le précepteur, qui était un grand sage et qui avait réponse à tout, lui dit, voilà, ce soir, avant de te coucher, tu vas faire une entaille dans la paume de ta main. Et si quelqu'un dans la nuit vient te mettre du nez, cela te réveillera. Il rentre dans sa chambre, donc il se coupe un petit peu la main et va dans son lit. Au bout d'1 heure ou 2, il s'endort. D'un seul coup, quelque chose le picote. Il sursaute, se réveille. Et là, devinez qui est devant lui. Une jeune fille, mais d'une splendeur et d'une beauté, mais exceptionnelle. Il est sous le charme et il tombe fou amoureux dès l'instant qu'il la voit. Pour vous garder, je suis prêt à faire n'importe quoi. Donc, il va s'affairer à l'ouvrage, il va qu'à ses occupations, il va essayer de trouver des menuisiers, des charpentiers, il amène tout ce beau monde, il travaille et il construit ce beau palais avec 7 portes et 7 clés. Mais il faut que personne ne sache que la belle vit ici. Personne ne doit le savoir. Donc, elle est bien cachée. Et lui, la journée, il va étudier, il va chasser, il va voir ses parents, il mange avec eux, il parle de choses et d'autres. Et le soir, il va retrouver sa belle. Et là, les semaines passent, tout va bien. Ils filent le parfait amour, ils sont très amoureux, ils sont heureux. Et un jour, le prince va à la chasse. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Un drame. Il perd son trousseau de clés.
Qui le trouve, ce trousseau de clés? Le palefrenier. Le palefrenier, donc, trouve le trousseau de cette clé, court vers la reine-mère et lui dit, voilà, ma reine, j'ai trouvé le trousseau de clés. Je vous les remets, mais à une condition, c'est que vous me donniez une récompense. Celle-ci lui dit, merci, très cher, maintenant vous pouvez terminer les restes du dîner royal. Elle s'empare des clés et court ouvrir les portes, l'une après l'autre. Une porte, deux portes, trois portes, septième porte, elle ouvre. Et là, elle tombe nez à nez devant cette superbe jeune fille. Mais elle se sent trahie. Son fils ne lui a rien dit. Il lui a caché cette belle. Et elle se met dans une fureur, mais dans une fureur. Elle commence à l'injurier. Elle lui crie dessus et la pauvre princesse, la pauvre belle est là. Effondrée, elle pleure. Listen, it's the rhythm of the universe. Listen to the universe. Et celui-ci est désemparé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il court à l'écurie. D'abord, il va en cuisine, il ramasse de la nourriture, il met dans un sac. Il monte à cheval et s'en va à la poursuite de sa belle qui est dans les cieux. Il galope, il galope, il galope. Et soudain, il ne s'est pas rendu compte qu'il rentrait dans une forêt noire, dense, épouvantable. Il entend des bruits d'enfants. Et ces enfants étaient là en train de chercher des glands pour se nourrir. Ils étaient affamés, ils étaient sales. Et comme le prince Ahmed a un cœur charitable, une grande bonté d'âme, il descend de son cheval et va nettoyer. Il y a un petit ruisseau, donc il va nettoyer les petits enfants. Il leur donne sa nourriture. Cela étant fait, soudain, on entend un bruit, qui vous hérisse les poils de partout, qui fait très très peur. Et là, il comprend que c'est la goule, parce que la forêt appartient à la goule. La goule arrive et lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Et les enfants disent, père, épargnez-le. Il nous a nettoyés, il nous a donné à manger. Ne lui faites pas de mal. La goule adore la chair fraîche. Elle aurait tellement voulu le manger, ce bon prince. Mais, comme il a nettoyé les enfants, il leur a donné à manger. Eh ben, il l'épargne. Et qu'est-ce que tu veux en échange pour ta récompense? Celui-ci lui dit, voilà, j'ai une belle, ma tourterelle, qui s'est envolée dans les cieux et je suis à sa recherche, je l'ai perdue. Si vous pouviez m'aider à la retrouver, ce serait le plus grand bonheur pour moi, parce que je suis triste sans elle. La goule lui dit, d'accord, le voyage sera long, il faudra que je sois nourrie, il faudra que je boive. Le prince Ahmed tue son cheval, le coupe en 7 morceaux, remplit 7 fioles de sang et grimpe sur la grille et s'envole à la poursuite de la tourterelle. Le voyage se fait et tous les jours il donne un morceau de viande de son cheval à la grille. Mais le 7e jour, il fait tomber un morceau de viande. Il ne dit rien à la grille. D'un seul coup, il pense qu'il faut absolument lui donner à manger, sinon c'est lui qui va y passer. Donc, qu'est-ce que le prince a fait? Elle se coupait un morceau de viande. Bravo! Il la connaît? Bah non, je connais même pas. Ben, c'est très bien. Donc, il se coupe un morceau de cuisse avec courage et donne ce morceau à la goule. La goule a bien senti la chair fraîche, mais il ne dit rien. Et là, ils arrivent. Il le dépose et lui dit, voilà, ici nos chemins se séparent. Le prince avance. Il tombe sur une servante qui nettoie du linge dans un ruisseau. Et lui demande s'il n'aurait pas vu une tourterelle. Si, je l'ai vue. Et cette tourterelle est même ma maîtresse. Elle habite au fond, là-bas, dans la tour que vous voyez. Au moment où il arrive, la tourterelle se transforme en belle. Elle lui dit qu'elle ne veut plus le voir. Et celui-ci se met à ses genoux et lui dit, non, je ne pourrai jamais, ce n'est pas moi qui t'ai trahi, je veux rester toute ma vie avec toi, je ne peux plus me passer de toi. Celle-ci lui dit, d'accord.
une seule condition, c'est que cette fois-ci, c'est toi qui vas vivre avec moi, qui va rester enfermé dans la tour, et tu ne sortiras point, et tu ne t'approcheras même pas de la fenêtre que tu vois là-bas. Il est heureux avec elle, mais quelque chose lui manque. Sa mère, son père, ses amis, l'extérieur tout simplement lui manque. Alors, il voit cette fenêtre, il s'approche de cette fenêtre, et il mire. Et là-bas au loin, que voit-il? Une femme essayant de sacrifier un bélier, et il aperçoit sa maman en pleurs. Pour que son fils lui revienne, il fallait qu'elle fasse un sacrifice. Alors il saute par la fenêtre. Et il tombe, et il tombe, et devient tout petit, aussi petit et léger qu'une abeille dans les bras de sa mère. Et voilà la fin de l'histoire du prince Samet. Il y a fort longtemps, vivait un pauvre paysan qui avait comme seul souhait de voir grandir ses enfants en bonne santé et dans la joie. Malheureusement pour lui, sa ferme était sur les terres d'un ogre. Or, cet ogre était fort peu sympathique. Il passait dans la ferme de temps en temps, il prenait une vache, un cochon, une poule. Le paysan ne pouvait rien dire. Un jour, il vient voir le paysan et lui dit « Cette année, pour la récolte, nous allons partager en deux. »« Mais, Seigneur, ce n'est pas possible, j'ai 6 enfants à nourrir. »« Tes enfants sont malingres, ils ne mangent pas beaucoup. »« Écoute, nous partageons en deux, je prendrai tout ce qui pousse en dessous de la terre et tu prendras tout ce qui pousse au-dessus de la terre. » Oh. Et sur la mine déconfite du paysan, l'ogre s'en alla. Le paysan va trouver sa femme et dit « Mais qu'allons-nous faire? Il veut la moitié de la récolte. »« Ne t'inquiète pas, lui dit sa femme. Il suffit de penser à ce que nous allons planter. » Aussi, ils plantèrent des pommes de terre, des carottes, des navets, des poireaux, des betteraves. Et quand l'ogre vient chercher sa récolte, il n'eut que des feuilles. Et le paysan eut tous les légumes qui avaient poussé sous la terre. « Oh, ça ne va pas comme ça, dit l'ogre. L'année prochaine, je prendrai tout ce qui pousse au-dessus de la terre et tu auras ce qui pousse en dessous. » Aussi, cette année-là, le paysan et sa femme plantèrent de l'orge, du blé, de l'avoine, du maïs. Et quand l'ogre vient prendre sa part, il n'eut que des racines. Le paysan put engranger cette année-là, il en vendit même au marché et put bien nourrir sa famille. L'ogre était furieux, jaloux du paysan. Aussi, un jour, il retourna chez le paysan et lui dit « Connais-tu le devine-bête ?»« Non, monseigneur, je ne connais pas. »« C'est un jeu très simple. Je vais te présenter un animal, il faudra que tu devines quel animal c'est. Et toi, tu feras pareil. Si je gagne ta ferme. »« Mais, monseigneur, ne discute pas. Je reviens dans une semaine et tiens-toi prêt avec ton animal extraordinaire, je t'en apporterai. » L'ogre s'en va. Le paysan pleure et dit à sa femme « Comment allons-nous faire ?»« Ne t'inquiète pas, lui dit sa femme. Il y aura une solution. Nous allons la trouver. » Oui, mais tu comprends, cet ogre, il peut voyager, il peut rapporter une bête de loin. Nous, qu'est-ce qu'on a? Des poules, des chevaux, des fourmis, enfin rien d'inconnu. T'inquiète pas, lui dit sa femme. Elle prévient les enfants et leur dit, les enfants, vous savez ce que vous faites? À partir d'aujourd'hui, vous allez tous les jours rôder autour du château de l'ogre, essayer d'en savoir plus sur cette bête extraordinaire. Et les enfants partent à tour de rôle, tournicoter autour du château. Au bout de 2-3 jours, l'un d'eux revient. Ça y est, je sais quelle est la bête extraordinaire. Tout à l'heure, une carriole est arrivée au château, il y avait une grande cage dessus. Les serviteurs de l'ogre et l'ogre ont tenté de faire sortir une bête de la cage. Ils ne voulaient pas sortir.
Alors l'ogre s'énervait et criait « Vas-tu avancer, maudite licorne de Pampeloune ?» Ah, super, mon fils, lui dit le paysan, tu nous sauves la mise. Enfin, la semaine s'écoula, l'ogre devait arriver. Ce matin-là, la femme du paysan se dénuda, s'enduisit le corps de miel, alla se rouler dans les plumes de la volaille qu'elle avait tuée la veille, puis elle demande à son mari de lui accrocher une paire de cornes sur la tête et elle va se mettre à quatre pattes dans l'étable. On voit l'ogre arriver au bout du chemin, le paysan nonchalant l'attend, main dans la poche, s'avance. « Bonjour, monseigneur, mais est-ce donc là votre bête extraordinaire? C'est une licorne de Pampeloune. » L'ogre faillit en avaler sa moustache de dépit. « Ah, ça! Mais tu es bien savant pour un paysan. D'accord, je n'ai pas gagné ta ferme. Mais si moi je trouve ta bête, tu me donneras 50 pièces d'or. Allez dans l'écurie, allez voir. » L'ogre rentre dans l'écurie, s'approche de cet étrange animal, tourne autour, une fois, deux fois. Voyons, elle a des plumes, mais pas d'ailes. Ce n'est pas un oiseau. Elle a des cornes. Ah non, les mamelles sont à l'avant et pas à l'arrière, ce n'est pas une vache. Vraiment, je ne vois pas ce que c'est. Pendant ce temps, la femme du paysan, déguisée en bête, regardait l'ogre d'un air mauvais, mais mauvais. Et tout d'un coup, elle lui rugit dessus. L'ogre, qui était sacrément peureux, partit en courant, tomba dans la mare, gloup, 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 et se noya parce qu'il ne savait pas nager. Ainsi, l'ogre et sa famille purent continuer à vivre tranquilles. Pardon, excuse-moi ça. Le paysan, voilà, la langue fourchée. Le paysan continue à vivre. Et c'est tout. Bon, moi, je vais vous raconter deux histoires. La première, je vais la raconter tout seul. Et la deuxième, on va la raconter ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Sauf qu'avant de commencer à raconter, le conteur veut savoir si les gens qui sont là veulent vraiment écouter des histoires. Oui. Et pour ça, je vais poser ma question. Je vais dire un conte. Et vous allez me répondre, raconte. Un conte. Raconte. Ensuite, le conteur va dire, il était une Fois. Et vous devez lui répondre, il en a toujours été. Il était une fois. Il en a toujours été. Est-ce que vous étiez là quand il en était ainsi? Oui. Et vous devez lui répondre, c'est toi qui racontes. Et nous, on écoute. Est-ce que vous étiez là quand il en était ainsi? C'est toi qui racontes et nous on écoute. Vous ne perdez pas votre temps à écouter que des contes? Non. La réponse est surtout des contes. Est-ce que vous ne perdez pas votre temps à écouter que des contes? Non, surtout des contes. Savez-vous pourquoi l'escargot a sa coquille sur le dos? Non. Oui, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est il y a très longtemps. En ce temps-là, c'était l'éléphant, le roi de tous les animaux. Et l'éléphant avait appelé tous les animaux à se présenter devant lui. Et tous étaient là et à l'heure, sauf l'escargot, qui est arrivé en retard. Eh ben, lui dit l'éléphant, dis-moi escargot, pourquoi es-tu arrivé en retard? Père éléphant, dit l'escargot, tu ne m'as pas donné des ailes pour voler, en plus de ça, je n'ai qu'un pied pour marcher. J'ai peur du froid, de l'eau, donc j'ai décidé d'emporter ma case sur mon dos, ce qui m'a beaucoup retardé. D'accord, lui dit l'éléphant, mais pour te punir d'être arrivé en retard, désormais, tu porteras toujours ta case sur ton dos. Et c'est depuis ce jour que l'escargot n'ose plus se déplacer sans sa case sur son dos.
l'histoire qui suit. À un moment donné, je vais vous poser des questions. Donc écoutez bien. C'est l'histoire d'une jeune fille qui ne se déplaçait jamais sans sa cruche sur la tête. Elle la portait remplie de lait, de mil, même vide, elle la portait sur la tête. Et un jour, la jeune fille avait trouvé une aiguille dans une boîte de foin. Toute contente, elle la ramasse et la dépose dans sa cruche. Puis elle est partie retrouver son père. Arrivée, la jeune fille a trouvé son père en train de coudre une ceinture en cuir avec une aiguille en os. Aussitôt, il lui demande: « Ah papa, pourquoi me demanderais-tu pas de te donner mon aiguille? Crois-tu peut-être que je ne le ferai pas ?» Son père lui dit: « Ah ma fille, donne-moi l'aiguille. » Elle le sort de la cruche, le donne à son père, puis s'en va. Et le père, il a continué sa couture. Mais l'aiguille se casse très vite. La jeune fille est revenue. « Ah papa, rends-moi l'aiguille. » « Mais je ne peux pas te la rendre. Elle s'est cassée. » Elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. « Ah papa, t'as cassé l'aiguille. L'aiguille que j'ai trouvée dans une boîte de foin. Rends-la-moi, rends-la-moi, rends-la-moi. » Et pour l'apaiser, son père lui offre un melon qu'elle dépose aussitôt dans sa cruche. Puis elle est partie retrouver sa maman. « Ah maman, pourquoi me demanderais-tu pas de te donner du melon? Crois-tu peut-être que je ne le ferai pas ?» Sa mère lui dit: « Ah ma fille, donne-moi du melon. » Elle le sort de la cruche, le donne à sa mère, puis s'en va. Et la maman, qu'a-t-elle fait? Elle a mangé le melon. La jeune fille est revenue. « Ah maman, rends-moi le melon. » « Mais je ne peux pas te le rendre, je l'ai mangé. » Elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. « Ah maman, t'as mangé le melon, ce melon que papa m'a donné. Papa qui a cassé l'aiguille, l'aiguille que j'ai trouvée dans une boîte de foin. Rends-le-moi, rends-le-moi, rends-le-moi. » Et pour la consoler, sa mère lui verse du miel dans sa cruche. Toute contente, elle est partie retrouver ses frères qui étaient en train de construire une maison. « Ah, vous mes frères, pourquoi me demanderez-vous pas vous donner du miel? Croyez-vous peut-être que je ne le ferai pas? » Ses frères lui disent: « Ah, notre sœur, donne-nous du miel. » Elle leur verse tout le miel de la cruche, puis s'en va. Et les frères, ils ont tout mangé. La jeune fille est revenue. « Ah, vous mes frères, rendez-moi le miel. » Mais on ne peut pas te le rendre. On a tout mangé. Elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. « Ah, vous mes frères, vous avez mangé le miel. Ce miel que maman m'a donné. Maman qui a mangé le melon. Ce melon que papa m'a donné. Papa qui a cassé l'aiguille. L'aiguille que j'ai trouvée dans une boîte de foin. Rendez-le-moi, rendez-le-moi, rendez-le-moi. » Et pour l'apaiser, ses frères lui offrent un outil de travail, une hache, qu'elle dépose aussitôt dans sa cruche et reprend sa route. Elle rencontre un bûcheron qui était en train d'abattre un arbre avec une hache en pierre. « Ah, toi le bûcheron, pourquoi me demanderais-tu pas de te donner ma hache? Crois-tu peut-être que je ne le ferai pas? » Le bûcheron lui dit: « Ah, jeune fille, donne-moi ta hache. » Elle le sort de la cruche, le donne au bûcheron, puis s'en va. Et le bûcheron, il a continué à abattre son arbre, mais le manche en bois se casse très vite. La jeune fille est revenue. « À toi le bûcheron, rends-moi ma hache. » Mais je ne peux pas te la rendre. Elle s'est cassée. Elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Maintenant à vous. « À toi le bûcheron, t'as cassé ma hache. Cette hache que mes frères m'ont donnée. Mes frères ont mangé le miel. C'est miel que ma maman. Maman a mangé le melon, ce melon que papa m'a. Papa qui a cassé l'aiguille que j'ai trouvé dans une boîte de foin. Rends-le-moi, rends-le-moi, rends-le-moi. » Et que lui offre le bûcheron du gâteau, qu'elle dépose aussitôt dans sa cruche et continue sa route. Elle rencontre des faisans qui étaient en train de gratter la terre pour trouver quelques graines. « Ah, vous les faisans, pourquoi me demanderez-vous pas vous donner du gâteau? Croyez-vous peut-être que je ne le ferai pas? » Les faisans lui disent: « Ah, jeune fille, donne-nous du gâteau. » Elle le sort de la cruche, le prend dans ses mains, puis le donne aux faisans, puis s'en va. Et les faisans, ils ont tout picoré. La jeune fille est revenue. « Ah, vous les faisans, rendez-moi le gâteau. » « On ne peut pas te le rendre, on a tout mangé. » Elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. « Ah, vous les faisans, vous avez mangé le gâteau. Ce gâteau que le bûcheron m'a donné. Le bûcheron qui a cassé ma hache, cette hache que mes frères m'ont donné. Mes frères qui ont mangé le c'est miel que maman m'a donné. Maman qui a mangé le c'est melon que papa m'a donné. Papa qui a cassé l'aiguille que j'ai trouvé dans une boîte de foin. » Et que lui offrent les faisans? Des jolies plumes de faisan qu'elle dépose délicatement dans sa cruche et reprend sa route.
Elle rencontre un berger qui est en train de cueillir des fleurs. Ah, toi le berger! Pourquoi me demanderais-tu pas de te donner des plumes de faisan? Crois-tu peut-être que je ne le ferai pas? Le berger lui dit, ah jeune fille, donne-moi des plumes de faisan. Elle les sort délicatement de la crouche, elle les donne au berger, puis s'en va. Et le berger, il se met à caresser les plumes, mais quelques plumes se sont cassées. La jeune fille est revenue, ah toi le berger, rends-moi les plumes. Mais je ne peux pas te les rendre, elles se sont cassées. Elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Ah toi le berger, t'as cassé mes plumes, ces plumes que les faisans mot. Les faisans comment je le gâteau sur le gâteau que le bûcheron m'a. Le bûcheron qui a cassé ma. C'est l'âge que mes frères m'ont. Mes frères comment je le. C'est mieux que mon maman. Maman comment je le. C'est mon que papa m'a. Papa qui a cassé les légumes que j'ai trouvé dans une botte de foire. Et que lui offre le berger. C'est trop cher un mouton. Du bon lait de brebis. Toute contente, elle est rentrée à la maison. Arrivée, elle trouve un chat qui avait vraiment faim et qui muait dans tous les sens. Ouah, ouah. Ah, toi le chat! Pourquoi me demanderais-tu pas de donner du lait? Crois-tu peut-être que je ne le ferai pas? Le chat lui dit, ah jeune fille, donne-moi du lait. Elle lui verse tout le lait de la cruche, puis s'en va. Et le chat, il a tout léché. La jeune fille est revenue. Ah toi le chat, rends-moi le lait. Mais je ne peux pas te le rendre, tu me l'as donné. Elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Ah toi le chat, t'as bu le lait que le berger m'a donné. Le berger a cassé mes plumes, ces plumes que les faisans m'ont. Les faisans comment je le. Ce que le bûcheron m'a. Le bûcheron qui a cassé ma. C'est l'âge que mes frères m'ont. Mes frères comment je le. C'est bien que ma maman. Maman comment je le. C'est mon que papa m'a. Papa qui a cassé les légumes que j'ai trouvé dans une botte de foire. Et que le donne le chat. Le chat se met à courir. La jeune fille le poursuit. Le chat est monté sur un arbre. La jeune fille l'a poursuivi. Le chat est redescendu en sautant. Mais la jeune fille n'a pas osé sauter. Et le chat s'est retourné vers elle et lui a dit, ah jeune fille, il ne faut jamais, jamais réclamer ce qu'on a déjà donné. Merci de votre part. Vous avez des questions à vous poser, je ne sais pas si vous avez un Merci. Au revoir, madame.